Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans votre émission internationale. Dans quelques minutes, avec notre invité, il sera question d'Europe avec la situation en Espagne, en Catalogne bien sûr, mais aussi l'actualité en Allemagne, un pays en quête d'une coalition après les élections législatives. L'Europe que souhaite refondre le président Emmanuel Macron. Comment, avec qui et à quelle échéance? Mais tout de suite, ce document. Nous sommes le 9 novembre 1989 à Berlin. Le rideau de fer qui sépare l'Europe en deux blocs s'effondre avec la chute du mur. C'est notre rubrique instantanée. En 24 heures, 530 000 citoyens de la RDA franchissent le mur de Berlin. Là, tout le monde s'est précipité vers Berlin-Ouest. C'était l'euphorie à travers tout le pays. Regardez les images. Pas besoin de commentaires. Bonjour Mathias Sekel. Bonjour. Vous avez vécu ce moment historique, la chute du mur de Berlin. Vous viviez dans cette ville à l'époque, vous aviez 12 ans. Et j'ai envie de vous demander, vous avez gardé quel souvenir à cet instant? Des souvenirs très forts de liberté retrouvée et d'un bouleversement complet, parce que la ville vivait au cœur de la guerre froide. Et mes parents sont arrivés à Berlin quand j'avais 2 ans. On a grandi avec mon petit frère dans une ville où il y avait le mur, il y avait entre les deux murs des gens qui voulaient fuir pour la liberté, qui pour cette raison parfois étaient abattus. Donc il y avait aussi au bord de ces monuments, je vois la photo, au bord de ces monuments historiques, on jouait au foot, mais on était tous marqués, même enfants, même sans comprendre les enjeux géopolitiques, par la division, par la guerre froide et par la violence politique. Parce qu'un État qui interdit à ses ressortissants de bouger, de quitter l'Allemagne de l'Est pour rejoindre des pays libres, c'est la violence politique. Donc tout ça est très marquant. Et la chute du mur, ça, c'était des moments de liesse, des moments de liberté. C'était aussi un grand moment européen. Mais 30 ans après, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé après, c'est-à-dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme de désillusion? C'était la naissance d'un nouveau monde. C'était un nouveau monde. La chute du mur, c'est la fin du XXe siècle, d'une certaine manière. Et le 11 septembre 2001, sans doute le début du XXIe. Donc on est dans autre chose. C'est la fin des grandes idéologies, la fin des illusions. Mais l'Allemagne a réussi quelque chose d'assez extraordinaire quand même. C'est de rapprocher deux mondes qui s'étaient éloignés. Elle a maintenant un défi énorme devant elle, c'est de rattraper encore 30 ans après les retards d'investissement, les différentiels de développement qui existent dans le pays pour que l'Allemagne devienne véritablement une. Les dernières élections l'ont encore montré d'ailleurs. Il y a des votes et des motivations de vote qui restent très différentes 30 ans après dans les deux pays. On reviendra sur l'Allemagne. Dans les deux parties du pays, pardon. Juste pour qu'on entende bien ce qui s'est passé en 89, quelques jours plus tard, la chute du mur, il y avait une image qui avait fait le tour du monde. C'était celle du violoncelliste virtuose Rostropovitch, assis sur une simple chaise. Il interprète les suites de Bach au poste frontière entre l'Est et l'Ouest à Checkpoint Charlie. On écoute. Il y avait, on l'a vu très brièvement tout à l'heure, mais il y a eu une photo effectivement qu'on connaît peu, mais c'est vous avez 12 ans et on vous voit sur cette photo, vous êtes en train avec une pioche, en train de taper sur le mur, vous êtes allé spontanément, ce sont vos parents qui vous ont amené sur le... On était avec nos parents et vous avez vu qu'ils ont veillé à ce qu'on ait des lunettes de protection pour que les éclats ne puissent pas me blesser en l'occurrence. On y est allé à plusieurs reprises. Aller taper, on avait l'impression d'abattre un monument qui manifestait la guerre froide, la séparation, qui manifestait la division de l'Europe, d'une certaine manière. Je ne sais pas si on avait conscience de ça d'ailleurs enfant, mais on avait conscience d'assister à un moment de bouleversement majeur et qui se traduisait dans les rues de Berlin. C'était des centaines de milliers de personnes qui étaient là. Alors il y avait à la fois la liberté et puis il y avait aussi la rencontre avec la société de consommation, avec parfois des choses très déconcertantes, parce que la privation avait été forte quand même pour les Allemands de l'Est. Donc oui. Tout ça, ce sont des scènes... j'étais pas malheureusement à ce concert, à ces moments musicaux, on les avait vus à la télévision, mais il y avait tous les jours
partout le long du mur des scènes comme ça, émouvantes, des retrouvailles, de la liesse, une grande fête populaire. Ce sont des moments extrêmement marquants pour un enfant. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Mathias Fekl, pour mieux vous connaître, je vous propose ce focus de Bastien Bory et Séverine André. Nomination du tonnerre, mais poste précaire. Vous voici le 21 mars dernier, au premier jour d'un petit mois au ministère de l'Intérieur. Entre fin du règne Hollande et avènement d'un autre, vous faites le pont. Et c'est un peu ça votre marque, Mathias Fekl. La preuve, fils d'une mère française enseignant l'allemand et d'un père allemand enseignant le français, vous ne pouviez être qu'à un seul endroit le 9 novembre 1989. Vous avez 12 ans. Puis vous franchissez le mur. Vous quittez Goethe pour rejoindre Molière, mais êtes moins cancre que lui, vous, l'enfant de culture allemande. Attention, ce n'est pas Fekl, mais Fekl! Élève modèle, Mathias Fekl, Sciences Po, ENA, Normal Sup, et avec ça vous dites Nein au faste de l'Elysée. Non, vous, ce qui vous plaît, ce sont les yachts. Enfin, pas ceux de l'impôt sur la fortune, non. Plutôt celui-ci, d'habitude foulé par des fêtards éméchés. Nous sommes fin 2016 et le pont du bateau La Concrète à Paris accueille le lancement de votre mouvement, la Movida. Entrepreneurs, fonctionnaires, militants associatifs, citoyens tout simplement, nous retrouvons pour travailler et pour échanger. Ne pas ranger la gauche au magasin des accessoires, voilà la raison d'être de cette Movida. Mais votre référence à la Movida espagnole fera peu de remous. Un autre mouvement a lui fait le choix de la marche avant de rentrer dans la danse. Je vous vois sourire. Mathias Fekl, deux journalistes nous ont rejoints. Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayaf du journal Le Monde. Alors aujourd'hui, vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez été battu aux dernières élections législatives dans la circonscription de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Nous allons parler de ce qui se passe en Allemagne. Mais avant, parlons un peu de la Catalogne, de l'Espagne. Sophie, l'issue de cette crise. Oui, alors les indépendantistes, ils sont dans la rue depuis le début et à présent, maintenant, ce sont aussi les défenseurs d'une Espagne unie. Alors, est-ce qu'il y a pas un peu du danger à cette confrontation entre pro-indépendantistes et anti? Et est-ce que vous jugez nécessaire une médiation extérieure à tout ça? Il y a un très grand danger pour l'Espagne et même pour l'Europe. Avec aujourd'hui une situation qui semble inextricable, qui se traduit jusque dans la vie quotidienne, avec des citoyens d'un même pays qui ne parviennent plus à se parler, à se comprendre. Il y a d'un côté un référendum qui a été organisé en méconnaissance de la Constitution espagnole, et de l'autre un déroulement avec des violences importantes, avec une répression extrêmement forte et un durcissement du ton de la part du pouvoir central. Et les deux éléments qui se conjuguent sont extrêmement inquiétants. Donc il faut maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais il y a urgence à ce qu'il y ait une désescalade, à ce que le durcissement auquel on assiste dans le ton, dans les actes, puisse faire place à une baisse de tension et à ce qu'on puisse entamer un dialogue. Est-ce que c'est une médiation ? Il faut une médiation, il faut en tout cas une forme, de personnalité ou de groupe de personnalités extérieures pour permettre de renouer le extérieur au parti, au conflit. C'est-à-dire d'un côté l'État et de l'autre côté... il faut faire attention parce que ça peut être une personnalité européenne de tout premier plan. Mais l'Union européenne, c'est un rassemblement d'États. Et pour les plus optimistes, une fédération d'États peut-être demain. Donc l'Union européenne ne peut pas, comme ça, comme si de rien n'était, intervenir dans les affaires intérieures des États. Que dirait-on si, dans d'autres pays, à chaque fois qu'il y a des revendications indépendantistes ou d'autonomie, etc., l'Union européenne commençait à s'en mêler. Mais ça peut être une personnalité espagnole ou européenne, incontestable, reconnue pour son engagement en faveur de la paix, en faveur du dialogue. Je suis convaincu que ce type de personnalité peut être acceptable par tout le monde. C'est ça qui importe, de renouer le dialogue. L'Union européenne, elle a passé son temps à financer des régions, à traiter avec des régions, et puis d'un coup, quand ces régions deviennent des sujets politiques, elle disparaît. Donc il y a quand même un problème, une contradiction dans le fait que l'Europe ne veuille pas traiter avec des régions qu'elle a financé, qu'elle a aidé et qu'elle a aidé à émerger en tant que région. C'est pas la même chose de financer des projets de développement dans des régions, des projets de désenclavement,
des projets ferroviaires, des projets autoroutiers, des projets économiques, et de considérer ensuite qu'il y a une autonomie politique. Et là, il y a un cap qui, à mon avis, ne doit pas être franchi comme ça, sans y prêter attention. Mais l'Espagne, comme d'autres pays qui ont adhéré à l'Union européenne après sa constitution, savent ce qu'ils doivent. Et vous avez raison, une partie du rattrapement de l'Espagne vient précisément de ces financements. Mais attention, à la fois à retrouver la capacité à dialoguer, à l'apaisement et à la fin des violences, mais à ne pas mettre le doigt dans un engrenage qui, à terme, pourrait conduire au détricotage d'États, y compris d'autres États de l'Union européenne. Mathias Fekl, ce qui a marqué les opinions publiques, bien au-delà de la Catalogne et des frontières de l'Espagne, ce sont les violences policières. Le jour du référendum, c'était dimanche dernier, 2 jours plus tard, on a pu lire sur des pancartes de manifestants qui protestaient contre ces violences policières. Europe, ton silence nous tue. Il y a eu cet appel aussi qui a été réalisé par des groupes de manifestants Europe, aide-nous. Et puis écoutez ce que disait un jeune étudiant en Catalogne ce jour-là. Nous nous sentons... Elle aurait dû dire quelque chose, non, sur les actions policières de ce dimanche? Là, on a le sentiment, Mathias Fekl, que l'Europe fonctionne quand tout va bien, mais quand il y a une crise, elle a bien du mal à réagir. Pourquoi elle n'a pas agi? Pourquoi elle a été aussi défaillante? Et pour la raison que je vous ai indiquée, c'est que l'Union européenne regroupe des États, et donc elle a du mal à intervenir de manière aussi politique dans les affaires intérieures des États. Mais moi, je condamne fortement les violences qui sont intervenues, et sans hésitation, beaucoup de responsables européens l'ont fait, d'ailleurs en France comme au niveau européen. Et encore une fois, il faut retrouver la capacité au dialogue. Moi, je regrette, pour tout vous dire, que le roi, dans son discours, n'ait pas su trouver les mots qui lui permettent d'être un des acteurs de cette réconciliation, parce qu'il est chef de l'État, c'est une monarchie, et donc monarchie constitutionnelle, et donc il aurait pu jouer ce rôle-là, comme son père a joué un rôle absolument indispensable dans l'histoire de l'Espagne, à la sortie du franquisme. C'est lui, c'est le père du roi actuel qui a permis, Juan Carlos, qui a permis que les Espagnols se parlent au-delà des différences entre les franquistes, les opposants, etc. 75 et 78, mais c'était fondamental pour la transition démocratique. Est-ce que là, il fallait laisser faire le référendum? Parce que c'est ça l'alternative. Mais le problème, c'est qu'il y a une politique du fait accompli. C'est-à-dire que l'organisation s'est déroulée. Fallait-il l'interdire avant? Je pense que le résultat, en réalité, aurait été le même. Parce que pour en interdire le déroulement, les interventions auraient été sans doute de la même nature, par les violences et par une répression très forte. Donc, Mathias Fekl, qu'est-ce que vous en pensez justement de cet outil, le recours au référendum en tant que tel? Est-ce que ce n'est pas un peu un piège et en fait un réflexe plus populiste que démocratique? Ça dépend pourquoi, mais là il y a une volonté d'indépendance en réalité. Donc c'est un outil politique pour affirmer cette volonté-là. Après le référendum, il y a le bon usage du référendum. Il peut y avoir des référendums d'initiative populaire. Il peut y avoir un référendum utilisé pour surmonter des blocages, y compris dans nos institutions, surmonter des blocages parlementaires, des blocages institutionnels. Mais on sait très bien que le référendum, d'une manière générale, je ne parle pas là en particulier, peut avoir un usage extrêmement autoritaire, démagogique, et donc le détourner de son fondement. Une bonne manière de faire, c'est d'en banaliser les pratiques. D'une certaine manière, c'est-à-dire d'avoir recours au référendum avec d'autres outils de démocratie participative, l'association à l'élaboration des décisions. Parce que la démocratie, ça doit être continu. Ça ne peut pas être à éclipse. Tous les 5 ans, on vote pour le président et on pense qu'il va guérir d'une baguette magique tous les maux du pays. Mais le référendum, c'est un peu la continuation de cela en réalité. C'est-à-dire une fois de temps en temps, le monarque, la personnalité vient consulter les citoyens. Il faut que la consultation soit continue et qu'il y ait une association permanente des citoyens à l'exercice du pouvoir. C'est par là qu'on pourra régénérer la démocratie. Est-ce que vous pensez que si cette crise perdure, il va y avoir un effet de contagion? Je pense à l'Écosse, qui évidemment, par rapport au Brexit, peut être tentée à un moment ou à un autre sortir, mais aussi à l'Irlande du Nord, et même à des régions comme le Tessin, qui sont coincées entre l'Italie et l'Autriche. Il y a des tendances centrifuges très fortes en Europe, et elles peuvent naître un peu partout, y compris dans les pays où on ne s'y attend pas. Et moi, je mets en garde contre cela. L'État
est aussi synonyme de modernité, est aussi synonyme de protection. Et donc, il faut que l'État, en l'occurrence en Espagne, soit en mesure de jouer son rôle, de fédérer, d'être le garant de l'intérêt général. Pour l'instant, il n'y est pas parvenu. Ni le roi, ni le chef du gouvernement n'ont su trouver le positionnement, les mots, les attitudes et les pratiques qui permettent de fédérer et de faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre ensemble. Alors, Matthias Fekl a 39 ans. Vous n'êtes pas devenu président de la République, mais vous avez créé en octobre 2016 un mouvement politique dont le nom a des résonances espagnoles, Movida. Il fait donc référence au mouvement culturel du début des années 80, après la mort du général Franco. Alors, quel était l'état d'esprit de la Movida à cette époque? On écoute. Ce n'était pas une protestation culturelle, ce n'était pas un mouvement politique. C'était une atmosphère dans l'air, c'était quelque chose de jeune. On était tous jeunes. C'était ça la Movida. Il y avait une passion pour faire des choses. On n'a pas été payé pour ça. Ce n'était pas du business ou quelque chose comme ça. Il y a eu un besoin explosif de créer des choses. C'était comme si quelqu'un avait ouvert les portes de l'arène et que tout le monde s'était rué à l'intérieur. Personne n'a ouvert ses portes pour nous, nous l'avons fait nous-mêmes. Alors on vient de l'entendre, la Movida, c'était l'élan, la jeunesse, l'engagement, la liberté. C'est ce que n'a pas réussi à faire le Parti socialiste? Oui, incontestablement, sinon on n'en serait pas là. Je ne suis pas sûr qu'on partage tous les excès qui ont caractérisé la Movida espagnole. Mais la Movida, l'idée c'était retrouver de l'enthousiasme, retrouver l'envie de travailler sur les idées, de se retrouver pour débattre de bonne foi, en se disant que les idées ne devaient pas être instrumentalisées. Beaucoup de jeunes, vous avez vu dans l'extrait que vous avez montré sur ce yacht, c'est-à-dire une péniche qui est un lieu de fête, qui ont envie d'y croire et qui ont envie de participer à l'élaboration des idées pour la gauche de demain. Et pourtant, Matthias Fekl, le clivage gauche-droite, vous y tenez toujours dur comme fer. C'est pas justement quelque chose qui tend vers l'opposition systématique? Non, parce que c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai toujours considéré que la gauche et la droite pouvaient travailler ensemble sur certains grands sujets et qu'il pouvait y avoir des accords, soit des accords de coalition durables, soit des accords ponctuels sur des textes d'intérêt majeur. Mais ce n'est pas du tout la même chose de dire on peut se retrouver sur un certain nombre d'idées qui sont indispensables pour le pays et de dire, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut faire allégeance à je ne sais qui, ou je sais à peu près qui. Il faut rejoindre le grand mouvement où tout le monde pense bien, et à côté, vous avez uniquement des mouvements où tout le monde pense mal, et il n'y a plus de débat, et tout ça est la même chose. C'est pas du tout la même chose de construire des coalitions d'idées et d'être dans une logique d'allégeance à une personne. C'est toute la différence. Et c'est pas parce qu'on est clairement de gauche ou clairement de droite qu'on est sectaire, qu'on est dans l'opposition stérile et qu'on ne veut pas la réussite de son pays. Et là, on va revenir un peu à la cuisine politicienne française, mais est-ce que il faut continuer à croire au PS ou est-ce que en fait c'est une structure qui a vécu et il faut passer à autre chose? Il y a différentes sensibilités, différentes propositions. Vous en faites une. Est-ce qu'il faut sortir du PS et puis on passe à autre chose? On verra. C'est-à-dire que c'est le congrès du début de l'année prochaine qui montrera ça. Est-ce qu'il y a encore suffisamment d'idées communes sur la démocratie, sur l'Europe, sur le travail, sur l'écologie, sur la remise en route de la mobilité sociale? Est-ce qu'on peut se retrouver sur un certain nombre de grands thèmes ou est-ce que c'est plus le cas? Moi, je continue à croire que la gauche ne peut arriver au pouvoir dans notre pays que lorsqu'elle est unie ou en tout cas qu'elle est tellement unie sur un certain nombre de grands dossiers que d'autres sujets peuvent, qu'on peut surmonter les divisions sur le reste. Nous verrons. Moi, je fais partie de ceux avec une nouvelle génération de responsables politiques qui ont envie de construire cela. Et on le fera avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination, beaucoup de collectifs. Si ça ne marche pas, d'autres lieux pourront être construits. Deux questions encore sur la situation de la gauche aujourd'hui en France et plus particulièrement du Parti socialiste avec vous, Sophie. Oui, Matthias Fekl, aujourd'hui on apprend que Benoît Hamon quitte le groupe PS en Ile-de-France avec une dizaine d'ailleurs de conseillers en même temps que lui, sortent du groupe PS et pour un rassemblement avec les écologistes. Est-ce que c'est une voie qui vous intéresse? Il faut travailler avec les écologistes, mais comment dire, moi je regrette qu'il y ait comme ça un éclatement. Il faut essayer de construire des choses au sein du Parti socialiste. Si on voit que ça ne fonctionne pas, il faut faire autre chose. Mais il ne faut pas aujourd'hui tout faire pour que ça ne fonctionne pas.
Et on est dans une phase où il peut y avoir ce travail en commun. Mais le travail avec les écologistes est indispensable. L'écologie, c'est le grand combat du XXIe siècle. Et donc la social-démocratie, la gauche de gouvernement, serait totalement à contre-temps et à contre-emploi si elle n'intégrait pas l'urgence écologique, la nécessité de transformer notre modèle de production, même nos modes de vie sur certains aspects, nos modes de consommation, de transport. Et c'est un travail passionnant, à la fois au niveau local, national et mondial, puisque les enjeux sont posés aussi à ce niveau-là. Matthias Fekl, vous disiez tout à l'heure, la gauche ne peut gagner que lorsqu'elle est unie. Qu'est-ce qui vous unit à Jean-Luc Mélenchon? À lui, en tant que personne, sans doute pas grand-chose, avec la culture permanente du buzz, de l'outrance, avec maintenant un positionnement contre l'Europe systématique, avec un amendement qui, pour moi, est absolument rédhibitoire, demandant à retirer le drapeau européen de l'Assemblée nationale, avec, si j'ai bien compris, le soutien du Front National. Ça ne peut pas être l'avenir. Mais dans les citoyens qui ont voté pour la France insoumise, il y a beaucoup d'électeurs de gauche très sincères, qui ont des choses à nous reprocher, mais qui disent aussi sur un certain nombre de choix fiscaux, sur la justice fiscale, sur le travail justement sur l'écologie qu'il avait mis en avant dans sa campagne. Il y a des choses à prendre. Donc, dans les thèmes, et encore une fois, dans ce que ressentent une bonne partie des citoyens de gauche, oui, là, il y a du travail en commun. Après, encore une fois, la culture de l'outrance, du buzz, la personnalisation totale de son mouvement autour de sa personne, je ne crois absolument pas que ce soit la culture du PS, ni la culture d'une gauche de gouvernement sérieuse pour notre pays. Alors, Matthias Fekl, on va prendre la direction de l'Allemagne maintenant. Le 24 septembre dernier, des élections législatives ont donc permis au parti d'extrême droite, l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, d'entrer au Parlement avec 94 sièges. Alors, les mouvements populistes connaissent de vrais succès dans plusieurs pays européens, mais l'AfD semble être plus qu'un parti populiste. On écoute cet extrait d'un reportage sur l'un des membres de l'AfD. J'ai une question concernant vos relations personnelles avec l'extrémiste de droite chez qui des perquisitions ont eu lieu cette semaine. La question est adressée à Björn Höcke, l'un des ténors de l'aile radicale du parti. Élu de la région, il a suscité au mois de janvier un profond malaise en Allemagne en qualifiant le mémorial de la Shoah à Berlin de monument de la honte. J'ai abordé un sujet très important pour l'Allemagne et les Allemands. J'ai malheureusement tenu ce discours dans une brasserie et je l'ai raté. C'est une erreur que je reconnais. Mais ces déclarations ont révélé au grand public les liens idéologiques entre l'AfD et l'extrême droite, selon cet observateur des mouvements radicaux. Depuis, d'autres dérapages et une vidéo montrant Höcke dans une manifestation néo-nazie ont également fait surface. Depuis que l'AfD a gagné du terrain, nous entendons à nouveau un vocabulaire qui rappelle fortement celui du national-socialisme. Les débats politiques sont devenus extrêmement agressifs. Alors, Matthias Fekl, cette extrême droite allemande a prospéré à l'Est, là où l'économie est en panne, mais elle a aussi prospéré à l'Ouest, sur le rejet de la politique d'Angela Merkel, en faveur des réfugiés. Ce mouvement, selon vous, il est parti pour durer, pour s'ancrer durablement dans la vie politique allemande? Je le crains. D'abord parce que c'est en phase avec ce qui se passe ailleurs en Europe, et parce que le succès électoral de cette extrême droite, en partie d'ailleurs néo-nazi, en partie seulement, mais une partie importante, plus que d'autres mouvements populistes en Europe. Oui, et c'est la première fois que des néo-nazis ou des gens proches de cette idéologie abjecte entrent au Parlement allemand, avec tout ce que ça signifie pour l'histoire du pays. Et d'ailleurs, beaucoup d'Allemands sont bouleversés par cela et choqués, heurtés au plus profond d'eux-mêmes par le fait qu'au Bundestag, dans le Parlement du Reichstag, avec tout le symbole que cela charrie, l'extrême droite peut à nouveau s'exprimer avec un groupe massif de 80 députés environ, 94. et un ancrage dans plusieurs régions allemandes, et qui peut se poursuivre d'ailleurs, peut-être y compris dans les élections locales. Alors, pour répondre à cela, d'abord, il y a le travail sur la crise économique qui doit être mené, politique d'investissement très ambitieuse avec des régions qui sont en retard, fortes. Et puis, il y a un combat culturel, idéologique à mener contre les racines du mal, contre la résurgence de l'antisémitisme, contre le racisme, contre une doctrine de l'inégalité qui renaît très fortement. Matthias Fekl, je vois justement, vous citez ces deux combats à mener. Est-ce que Angela Merkel a eu raison en 2015 de dire il n'y a pas de limitation au nombre de réfugiés que nous accueillerons dans le pays,
1 million finalement, dans un pays qui n'a pas de culture d'immigration, qui n'était peut-être pas prêt à ça. Est-ce qu'elle ne porte pas une forme de responsabilité? Je ne suis pas en train de dire de porter un jugement moral, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu à l'origine de la montée de ce mouvement qui a décollé sur la crise des réfugiés? Il y a une immigration turque très forte en Allemagne, mais qui date de longtemps. Oui, qui date de longtemps, d'ailleurs qui était plutôt en diminution. D'abord, je trouve que Mme Merkel, à l'époque, a sauvé l'honneur et la conscience de l'Europe en considérant qu'un continent de 500 millions d'habitants pouvait accueillir 2 millions de réfugiés sur son sol qui fuyaient la barbarie. Là où les choses n'ont sans doute pas bien fonctionné, c'est que l'Allemagne a été assez seule à les accueillir et qu'il n'y a pas eu, au niveau européen, une répartition suffisamment harmonieuse et qu'il n'y a pas eu un partage de responsabilités européens sur ce sujet. C'est la première fois depuis très longtemps en Allemagne que naît un mouvement à la droite de la CSU, le partenaire bavarois de la CDU. Et ça vient certainement de cette gestion-là de la crise, ça vient aussi de la grande coalition qui gomme tellement les différences entre la gauche et la droite qu'à force, les extrêmes risquent de progresser. Donc il y a un travail politique majeur à faire pour lutter contre cela. Mais Matthias Fekl, vous qui étiez justement aux affaires ces dernières années, la responsabilité de la France sur ce même sujet de l'accueil des réfugiés, qu'est-ce que vous en dites? Oui, mais c'est incontestable. La France aurait pu faire plus sur ce sujet. Pourquoi elle n'a pas fait? Je ne vais pas faire maintenant, a posteriori, l'inventaire de ces sujets-là. Il faut que ce soit des responsabilités partagées en Europe. Donc nous, on a cette responsabilité-là. La chancelière, certainement, d'avoir pris des décisions et des annonces seule, avec une concertation insuffisante. Il faut traiter ces sujets-là directement au niveau européen. Est-ce qu'on n'a pas fait par peur du Front National, de la montée du Front National? Mais des difficultés du pays qui sont importantes et sans doute d'une analyse des difficultés de la société française aujourd'hui qui ont conduit à ce moment-là à cette décision. Mais encore une fois, c'est un sujet européen. Donc il ne s'agit pas de se renvoyer la responsabilité, de dire un tel n'a pas fait, un tel n'a pas fait. Il faut le faire ensemble, la France et l'Allemagne, mais aussi les autres. Et nous avons accueilli des réfugiés. Nous avons accueilli des réfugiés dans notre pays. Un certain nombre d'États, notamment à l'Est, peut-être pas assez, mais un certain nombre d'États européens, notamment à l'Est, ont fait le choix de totalement verrouiller les frontières, sont partis dans des discours xénophobes, racistes, etc. Donc il faut que ce sujet-là puisse être traité au niveau de l'Europe dans son ensemble, sinon ça ne fonctionnera pas. Puisque nous parlons Europe... Ni les migrations, ni... les sujets climatiques, environnementaux, etc. ne peuvent être traités au niveau d'un seul pays, c'est impossible. Alors justement, nous allons parler Europe, puisque le 26 septembre dernier, à la Sorbonne, le président Emmanuel Macron a prononcé devant les étudiants de la Sorbonne un discours pour une refondation de l'Europe. Il a multiplié les annonces, environnement, défense, immigration, lutte antiterroriste et d'autres encore. Cette volonté de relancer la construction européenne, j'imagine qu'elle est aussi la vôtre. Là, vous pourriez travailler avec la majorité présidentielle, que vous critiquez beaucoup par ailleurs. Le rôle de l'opposition, c'est de faire des critiques et de la construction. Bon, mais alors, l'idée maintenant qu'il faille en travailler permanence être d'accord avec tout est quand même, dans un grand pays démocratique comme le nôtre, assez surprenante et même assez inquiétante, si vous me le permettez. Est-ce que là, sur ces thèmes-là... Un pays ne peut fonctionner, une démocratie ne peut fonctionner qu'en ayant des alternances et des forces d'opposition. Voilà, donc quand il faut s'opposer sur l'injustice fiscale, sur les cadeaux fiscaux aux plus riches, nous le ferons sans aucun problème. Sur le discours européen, sur le discours européen de M. Macron, j'ai trouvé que c'était un discours ambitieux, exigeant pour l'Europe, avec une partie avec des grandes constantes de notre diplomatie et de notre engagement européen, qui est de faire des propositions et d'être un des moteurs de l'Europe, un des moteurs du couple franco-allemand. Donc ça, je trouve ça bien. Et évidemment que là-dessus, il peut y avoir du travail en commun. Sur la démocratisation de la zone euro, qui est indispensable. On ne peut plus continuer à avoir des décisions qui soient prises sans réelle validation démocratique à toutes les étapes du processus. C'est indispensable. Sur l'Europe du quotidien, moi, ça fait longtemps que je plaide pour un semestre européen pour tous les jeunes, pour que chaque jeune, même s'il ne vient pas d'un milieu favorisé, d'une région favorisée, puisse avoir une expérience dans un autre pays. Je suis content que cette proposition soit reprise. Il y a beaucoup de choses sur la défense européenne. Évidemment, là-dessus, il peut y avoir du travail en commun. Simplement, la difficulté de ce travail, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la majorité présidentielle, on considère comme un préalable à l'engagement européen de la France toute une série de réformes dites structurelles,
injustes, y compris la réforme fiscale qui est en cours, les réformes pour françaises. retrouver un élan européen. Et si c'est cela, alors le grand projet européen, le grand rêve européen ne fonctionnera pas. Parce que si les Français ont l'impression que l'Europe, en fait, continue d'être un prétexte pour faire des choix politiques injustes, alors ce sera désastreux. Christophe. Matthias Fekl, est-ce que ça n'arrive pas un peu au mauvais moment ? Angela Merkel est affaiblie, le Brexit est quand même aussi un affaiblissement de l'Europe et en plus les négociations n'avancent pas. Est-ce qu'on n'est pas parti pour une grande période de stagnation avec une chancelière allemande qui va avoir du mal à faire une coalition et qui va pas trop vouloir s'engager sur des sujets budgétaires avec une opinion très très sensible? Il n'y a jamais de bon moment. Encore une fois, moi je soutiens toute initiative française qui puisse relancer l'Europe, donner du souffle, donner de l'envie et donner des perspectives, même si tout ne peut pas être réalisé et que certainement dans les propositions il y a des choses qui ne fonctionneront pas, mais c'est bien de s'emparer de cela. Et vous pensez que les Allemands sont disposés en ce moment? Il me semble qu'il va y avoir d'abord 2, peut-être 3 mois de très dures et difficiles négociations de coalition en Allemagne, avec des arbitrages, parce qu'un contrat de coalition en Allemagne, c'est pas comme en France, c'est pas un bout de papier sur lequel tout le monde s'assied à la première occasion, c'est 200 pages de propositions mois par mois sur la mise en œuvre, etc. Mais une fois que ce sera fait, la chancelière qui aborde son dernier mandat, quand même, selon toute vraisemblance, aura aussi, je pense et je l'espère, le souci de la trace qu'elle pourra laisser dans l'histoire. Donc il est possible qu'à partir du début de l'année prochaine, il y ait aussi, côté allemand, un engagement européen fort. Mais avant cela, des choix très difficiles sur l'immigration, sur les choix de politique énergétique, sur les choix de politique fiscale, doivent être tranchés dans les discussions de coalition. Donc c'est sûr que ce n'est pas dans les 3 mois que ça avancera. Ouais, Angela Merkel, vous la voyez donc en pleine négociation. Là, elle est en train de discuter à la fois avec des ultralibéraux, avec des Verts. Dans ce contexte-là, quels vous semblent les projets européens qui peuvent avancer ? Les questions budgétaires sont indispensables, ce sera le plus difficile, mais la démocratisation de la zone euro est un préalable total. J'espère que l'Allemagne aura la conscience historique de comprendre que sans cette démocratisation, le projet européen, à un moment donné, s'arrêtera et s'effondrera parce que plus personne ne se l'appropriera et n'en voudra. Ce serait évidemment un drame et une démission totale face à l'histoire. Je pense que dans les sujets concrets, notamment pour les jeunes, il peut y avoir des choses qui soient reprises. Dans la défense européenne, l'Allemagne a beaucoup évolué aussi. Et autant elle hésite encore à s'engager de manière forte et opérationnelle, autant sur les budgets de la défense, les choses bougent. Donc il peut y avoir de manière importante des progrès. Moi, je soutiendrai et j'applaudirai chaque progrès européen qui interviendra. Oui. Matthias Fekl, je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Il concerne les liens entre l'Europe et l'Afrique. Notre politique européenne ne doit plus voir l'Afrique comme un voisin menaçant, mais comme le partenaire stratégique avec lequel nous avons à affronter les défis de demain. L'emploi de la jeunesse, la mobilité, la lutte contre le changement climatique, les révolutions technologiques. Je souhaite que notre partenariat avec l'Afrique soit un élément de la refonte du projet européen. Matthias Fekl, le président Macron parle d'une Europe qui crée des liens avec l'Afrique. Pour l'instant, les signaux donnés par Bruxelles sur la question des migrants, au-delà de l'Afrique, bien sûr, c'est leur retour chez eux. Alors, on sait que la question des migrations européennes, c'est la priorité, peut-être même bien avant le budget de la priorité européenne. Il a raison sur le fond. Simplement, il y a une contradiction totale entre ce discours et les propos de son ministre de l'Intérieur, qui ne semble pas encore avoir lu ce paragraphe-là du discours, ou en tout cas, il n'en déduit pas les décisions qui doivent être prises. Mais sur le développement à terme des relations, moi je suis parfaitement d'accord. Quand j'étais en charge du commerce extérieur, j'ai visité toutes les régions d'Afrique pour y nouer des partenariats, à la fois d'exportation, mais aussi d'investissement croisés entre notre pays et les pays africains. Parce qu'il y a ce besoin de participer au développement. C'est un continent avec un potentiel extraordinaire, avec une population jeune, innovante, qui a des idées, des projets, ça bouillonne d'initiatives. Donc oui, il faut un grand partenariat avec l'Afrique. Et si la France peut être moteur, tant mieux. Est-ce que, Matthias Fekl, est-ce que Emmanuel Macron, il a un double discours? C'est-à-dire, il y a les discours à la Sorbonne, l'Afrique est un partenaire de demain, etc. Et puis, il y a la réalité, terrorisme,
migration, c'est tout ce qu'on finance. Et le budget du développement qui, lui, est en diminution en plus. Ou alors qui est uniquement lié aux questions de terrorisme et de migration. J'ai l'impression qu'il y a des séquences, en fait, comme on dit maintenant. Une séquence Europe, donc il faut dire des choses fortes sur l'Europe, et il y en a eu. Vraiment, je ne le conteste pas, et je suis tout à fait clair là-dessus. Et puis après, s'il y a une autre séquence dans laquelle il faut dire le contraire, on le fait, et après tout, peu importe. Et une politique globale doit avoir une cohérence globale. Aujourd'hui, à force de considérer que tout est dans tout et réciproquement, que tout se vaut, que la gauche et la droite c'est pareil, on voit quand même que les grands choix sont extrêmement orientés, totalement déséquilibrés. Tous les électeurs de gauche qui sincèrement s'étaient dit on va avoir là quelqu'un de moderne qui va transformer le pays, voient bien qu'on est systématiquement sur des choix qui favorisent les privilégiés, qui remboursent en bonne partie les donateurs de sa campagne, qui, dès le premier budget, se retrouvent largement sur la feuille d'impôt récompensés de l'avoir soutenu dans la campagne présidentielle. Tout cela, à terme, est délétère pour la confiance dans la politique et pour l'adhésion que les citoyens peuvent manifester. Sophie. Mais reparlons de nos partenaires africains et notamment de l'argent consacré au développement de l'Afrique. Ça a diminué ces dernières années. Donc la vision sur le long terme, on a vraiment du mal à la produire. On est toujours dans des objectifs d'urgence et on n'arrive pas à produire la gauche comme la droite, comme le milieu. Personne n'arrive à produire une vision à long terme. D'abord, là aussi, il faut une vision européenne, parce que c'est ça le bon niveau pour agir et travailler avec l'Afrique. Ensuite, il y a des choses qui évoluent aussi. On a par exemple beaucoup renforcé les liens entre l'Agence française de développement et le secteur économique, y compris nos PME, pour construire des partenariats de long terme. On n'est plus uniquement dans une relation paternaliste. Heureusement, il faut mettre un terme totalement à cela. L'aide, c'est du partenariat. Non, mais quand elle est bien investie, au contraire. Mais il peut y avoir aussi des financements privés. Les entreprises françaises font des choses souvent fortes et innovantes, parfois certainement plus contestables aussi en Afrique. Mais cette idée qu'avec les Africains, avec les élites africaines, avec les classes moyennes africaines, avec les porteurs de projets africains, il puisse y avoir une construction de long terme qui, au final, contribue au développement de l'Afrique, à résorber les difficultés qui existent en termes d'accès à l'éducation, d'accès encore parfois à des biens élémentaires. Oui, ça, il faut le soutenir. Alors, oui, Mathilde Féckel, vous dites tout le temps la solution c'est l'Europe. Vous avez raison, mais on n'a pas l'impression que les gestes sont faits. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faudrait pas confier à l'Europe la politique migratoire ou confier à l'Europe les fonds de développement? Puis comme ça, il y a un impact réel de 27, 28 pays, ça dépend de quand on parle. Sur les solutions et aux défis migratoires, je crois qu'il faut un travail en commun très fort, une coopération extrêmement renforcée, mais les États garderont toujours une part de prérogative. Sur le développement, je suis tout à fait ouvert. Moi, j'avais proposé, par exemple, que l'on fusionne sur un autre domaine les politiques de recherche et d'innovation dans certains secteurs, d'abord entre la France et l'Allemagne, et demain avec d'autres pays, qu'on puisse mettre en commun des ambassades. Ça existe déjà parfois entre la France et l'Allemagne, demain avec d'autres pays européens. Il peut y avoir des fusions très fortes dans des domaines d'avenir comme ça. Au contraire, et ça donne une force de frappe, ça donne un impact et financier et stratégique extrêmement puissant. Sur les sujets où on est au cœur des compétences régaliennes, on ne pourra déléguer des choses que d'abord s'il y a un contrôle démocratique renforcé par rapport à ce qui existe aujourd'hui et si on garde pour les États une capacité à agir. L'Union européenne aujourd'hui n'a pas les moyens, y compris parce que ce n'est pas une administration pléthorique, contrairement à ce qu'on dit souvent, de gérer l'ensemble des défis qui se posent au continent européen. Mais on va rester sur ces questions de migration. Vous êtes un spécialiste de l'immigration. Vous avez été l'auteur d'un rapport en 2013 sur cette question. Alors, on va écouter ces témoignages à Grande-Synthe, cette ville près de Dunkerque, qui avait aménagé, sans l'aide de l'État, un centre d'accueil pour les migrants. La ville de la Grande-Synthe et Médecins sans frontières ont ensemble déboursé plus de 4 millions de dollars pour construire ce camp. Forcés d'agir, disent-ils, en raison de l'inaction de l'État. On sait très bien que ce n'est pas une structure parfaite, sauf que pendant ces 6 derniers mois, il n'y a aucun réveil du gouvernement pour proposer une autre structure alors qu'ils étaient dans des conditions dramatiquement pires. Un maire, même s'il n'a pas la compétence en matière de réfugiés, il a la compétence sur le territoire de sa ville, il a l'obligation d'offrir des conditions de vie dignes.
Alors, c'est ce que le maire de Grande-Synthe appelait un accueil républicain. Hein, mais en avril dernier, les infrastructures ont brûlé. La question des migrants n'est toujours pas réglée près de Dunkerque. Hein. L'été dernier, des migrants étaient encore sur place. On a vu des enfants qui dormaient par terre au milieu des détritus. Alors, vous qui connaissez bien ce dossier, qu'est-ce qui est défaillant là? C'est l'État français? C'est l'Europe? J'étais ministre de l'Intérieur quand des fous et des criminels à l'intérieur de ce camp ont mis le feu. Et nous étions rendus sur place avec Emma Kos, qui était alors ministre du Logement, pour traiter la situation et apporter des solutions de relogement rapides, dignes pour des familles avec enfants qui ont fui l'horreur. C'est des règlements de compte entre Kurdes et Afghans. Des règlements de compte entre bandes, oui. Et des prises de pouvoir mafieuses à l'intérieur des camps. Mais le maire, Damien Carême, fait un travail formidable. C'est un militant, un humaniste, et qui lui-même, évidemment, était confronté à une situation tragique. Mais là-dessus, l'État a fait son travail. Nous avons, en quelques semaines, relogé des centaines de réfugiés. Toute la France y a pris sa part, y compris des toutes petites communes. Oui, mais on n'a rien résolu. Des toutes sur le petites fond, communes, on n'a rien y compris résolu, dans les campagnes françaises, ont fait cet accueil-là. Donc, oui, ça, c'était pour la situation dont vous me parlez a été réglée, mais parce qu'il y a un flux de réfugiés important. Des parties entières du monde sont confrontées à des scènes de violence et de barbarie, et donc forcément, il y a des déplacements de population et des tragédies. Là-dessus, encore une fois, il n'y a pas la réponse comme ça. Il y a une mobilisation, en tout cas elle est indispensable de chaque instant, des autorités publiques, de l'État, des autorités au niveau local, et un besoin d'Europe renforcé. Et justement, alors revenons-y, depuis quelques années, il y a quelque chose aussi qui ne bouge pas, c'est la responsabilité que l'on confère aux pays où arrivent les migrants, l'Italie, la Grèce, maintenant l'Espagne de plus en plus. C'est à eux de faire l'enregistrement. Ce sont les accords du Dublin qui prévoient qu'ils ont le plus lourd du fardeau sur les épaules. Et ça ne bouge pas. Vous trouvez ça normal? Non, mais il faut le cœur du problème. Aucune solution technique, bureaucratique, administrative ne réglera le sujet tant que des régions entières seront déstabilisées. Oui, mais et donc le rôle de l'Union européenne est aussi un rôle géopolitique, et de continuer à faire en sorte que nous soyons opposés à des interventions qui dérèglent et qui détruisent des pays entiers, et qu'au contraire, nous intervenions quand il s'agit de stabiliser des pays. Parce que quand vous avez une misère totale et de la violence, eh bien, pardonnez-moi de le dire, les gens continueront à fuir, et chacun autour de cette table ferait exactement pareil si ça lui arrivait. Et il n'y a pas de solidarité européenne? On n'aide pas les pays d'accueil? Il y a une solidarité, il y a y compris de la coopération technique, il y a de la coopération administrative. Des experts français sont présents partout en Europe pour apporter du soutien. Donc ce travail-là existe. Mais l'enjeu est tellement majeur que de toute façon, c'est à la source aussi qu'il faut attaquer le problème. Donc assumer, avec toutes les difficultés que ça implique, notre obligation humaine et morale de rester un pays et un continent qui soit une terre d'asile, et dans le même temps essayer sur place d'améliorer les choses. Écoutez, merci beaucoup Mathias Fekl. On arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu aux questions de Sophie Malibaud de RFI, de Christophe Ayat du journal Le Monde. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, et on se retrouve la semaine prochaine.